Mais non, aujourd'hui, c'est le combien? Aujourd'hui, c'est le combien? Hein? Mhm. Mhm. Je vais ça, non. Je vais prendre. هذا ما عندنا ضبوط اسمه يوني هالي مبقى كوزا. Ah, Vénus. Ah, le musée là. Bonjour, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, oui, bonsoir. Très, très bien. Parfait. Je vous entends très bien. Ok, c'est Bonsoir, parfait. vous entendez très bien. Je pense qu'on va commencer. Les collègues qui sont en retard, ils nous prendront un peu en route. On va essayer de faire honneur à ceux qui se sont levés tôt et qui sont venus à l'heure à la réunion. Et bon, ben, plus tard, on verra comment on tiendra compte en fait de ceux qui. Mhm. Alors, donc, encore bienvenue à cette session sur les actualités du normalisateur sur la comptabilité publique. Aujourd'hui, nous allons passer en revue ensemble les activités qui se sont menées de mars à juin 2026. Bien sûr, s'il y a des questions qui ont un rapport avec les périodes antérieures, je pourrais toujours y revenir. Mais le plus urgent, c'est effectivement vous mettre au courant en tant que partie prenante sur les questions qui ont été discutées, qui ont été arrêtées à la dernière réunion de l'IPSASB, donc au mois de juin. Bien sûr, je rappellerai de temps en temps les points qui ont un rapport avec des actualités récentes, donc notamment le mois de mars, et quelquefois je partirai un peu plus en arrière si cela permettait d'éclairer un peu mieux les propos que je vais tenir. Donc, mon nom, c'est Yacouba Traoré. Je suis membre de l'IPSASB et je suis aussi président de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Burkina Faso. Alors, je siège à l'IPSASB depuis janvier 2024 et donc j'accompagne le processus de normalisation avec un des sièges, en occupant un des sièges africains. Parce que il faut savoir qu'à l'IPSASB, il y a la possibilité d'avoir 3 sièges pour les Africains
Mais ces sièges sont établis pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Et donc, en étant des sièges pour l'Afrique et le Moyen-Orient, nous nous trouvons dans une situation régulière de compétition pour occuper des sièges. Jusqu'au 31 décembre 2025, nous avions eu la chance d'avoir 3 représentants africains, mais il y a eu des changements qui sont intervenus. Comme les 4 sièges, c'est pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient a pu avoir le second siège, donc nous sommes à parité aujourd'hui avec le Moyen-Orient. Je reviendrai un peu plus tard sur la configuration des sièges. Il peut être intéressant de le savoir et d'envisager dans quelle mesure, si vous êtes intéressé, vous pourrez potentiellement aussi postuler pour représenter l'Afrique au sein de ces normalisateurs. Avant d'aller plus loin, je précise que nous avons eu énormément d'inscrits, comme vous avez dû recevoir l'email qui vous a été envoyé, de sorte que nous ne sommes pas certains que la plateforme pourrait prendre tous les inscrits. Et donc, nous avons pris les dispositions pour que ces webinaires soient diffusés en direct sur la page Facebook de l'ONECA et aussi sur la chaîne YouTube de l'ONECA en simultané. Donc, ce qui va nous permettre d'essayer d'adresser les contraintes techniques, étant entendu que vous pourrez poser des questions et dans le chat ici, et potentiellement, quand on vous donnera la parole, vous pourrez aussi ouvrir votre micro et intervenir. Mais pour ceux qui n'auront pas la chance d'être avec nous directement sur la plateforme Zoom, ils pourront toujours interagir en chat au niveau de YouTube et au niveau de Facebook. Et une de nos collaboratrices qui est sur l'ensemble des plateformes pourra remonter les questions afin que nous puissions les adresser. Alors, l'agenda du jour portera sur les éléments suivants. D'abord, une petite introduction et une vue d'ensemble sur ces normalisateurs. Ensuite, nous allons aborder les questions de reporting financier. En deuxième position, nous irons sur les questions de reporting sur la durabilité. Et bien sûr, nous verrons s'il y a des questions et des réponses, s'il y a des questions auxquelles nous répondrons. Alors, au titre de l'introduction et de la vue d'ensemble, je voudrais juste attirer votre attention que ces normalisateurs, au titre de ces normalisateurs, il s'agit notamment du Conseil des normes comptables internationales du secteur public, donc le Conseil qui est chargé de cette normalisation, qui est un organisme international de normalisation qui a, depuis plusieurs années aujourd'hui, produit des normes de haute qualité. Et initialement, le normalisateur s'est retrouvé pratiquement sous la coupe de l'IFAC. Quand le normalisateur était sous la coupe de l'IFAC, c'était la même chose que les normalisateurs de l'audit et les normalisateurs de l'éthique et de même que les normalisateurs pour les normes de formation des comptables. Mais les autres normalisateurs, après les questions d'intérêt public, après les questions qui étaient soulevées sur l'indépendance, il y a un conseil regroupé qui a été élaboré pour que le normalisateur de l'audit et le normalisateur de l'éthique puissent se retrouver sous une même coupe. C'est-à-dire qu'un oversight, une supervision qui n'est plus la supervision de l'IFAC. Alors, le normalisateur IPSAS-B continue à travailler avec l'IFAC, mais n'est plus directement sous la coupe non plus de l'IFAC parce que nous avons un oversight body, c'est-à-dire qu'un organe de supervision, et on a un comité d'intérêt public aujourd'hui aussi qui joue le rôle de supervision et de défense de l'intérêt public de sorte à éviter les conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts tenant du fait que si vous êtes ceux qui régulent la profession et que vous faites la normalisation en même temps, on peut se retrouver dans une situation où vous normalisez pour vous-même. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a des risques potentiels, vous pouvez être dans une situation où vous tenterez de faire des choses un peu pour protéger vos propres intérêts. Donc, de plus en plus, pratiquement tous les normalisateurs sont devenus indépendants avec des conseils ou des comités qui ont été mis en place pour superviser leur travail dans le sens de l'intérêt public. Alors, nous avons 18 membres qui viennent du monde entier. Je vous montrerai tout à l'heure la géographie de nos membres. Nous avons une grosse balance homme-femme, donc le genre est très, très, très respecté. Je pense que
Jusqu'à très récemment, c'est le seul normalisateur qui avait plus de femmes que d'hommes. Je pense qu'on est réparti un peu vers l'équilibre. Mais il y a eu des moments où ces normalisateurs, il y avait plus de femmes qui siégeaient que d'hommes. Les activités sont financées par l'IFAC, la Banque asiatique de développement, et naturellement, il y a des gouvernements aussi qui font des financements. Alors, je précise que vous aussi, même dans vos propres cabinets ou dans vos entités, il vous est loisible de financer les activités à partir du moment où vous respectez les politiques et les règles qui prévalent lorsqu'il s'agit de financement. Au titre des normes qui ont été émises, nous avons actuellement 41 IPSAS basés sur la comptabilité d'exercice et nous avons 3 guides de pratiques recommandées. Et enfin, nous avons une norme de durabilité qui a été élaborée qui s'appelle IPSAS B SRS. Donc, SRS pour Sustainability Reporting Standard. Alors, les orientations sont élaborées dans le cadre de procédures ouvertes. Donc, depuis les consultations de base, c'est-à-dire que sur quel est le type de normes, quels sont les domaines qu'il faut aborder en termes de normalisation, jusqu'à effectivement l'élaboration effective des normes. Dans ces conditions-là, comment dirais-je, le processus est ouvert et il est inclusif et il est transparent. Donc, ça veut dire quoi? Qu'avant même d'aborder une thématique donnée, nous avons l'habitude de demander à nos parties prenantes de se prononcer quant à savoir si les domaines sur lesquels nous voulons normaliser sont les demandes prioritaires. Et après cette consultation, nous confirmons à travers des documents de commentaires les éléments sur lesquels nous normalisons et nous repartons vers les parties prenantes. Une fois que cela est validé, nous préparons ce qu'on appelle des exposés sondages qui sont encore mis dans le public avec bien sûr des délais, ça peut être 60 jours, 120 jours, c'est rarement moins que ça. Et une fois qu'on a les retours des parties prenantes, nous travaillons maintenant à l'élaboration des projets de normes. Donc, vous voyez, c'est un processus ouvert. Et c'est pour ça qu'en tant que membre africain, ça me chagrine quelquefois d'entendre dire que nous ne sommes pas impliqués, nous ne sommes pas intéressés par le processus et c'est juste après que nous sommes exposés à des normes qui sont élaborées. Donc, je précise que ce processus est ouvert et même en tant qu'individu, vous pouvez vous y intéresser, aller prendre des exposés sondages, proposer vos propres recommandations, vos propres avis sur le processus en question et naturellement, l'ensemble des commentaires. Oui, mais si tu n'as pas un document du papa, je ne sais pas comment tu vas l'avoir. Vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? OK, merci. Alors, donc, le processus, comme je le disais, est complètement ouvert et il est fait de sorte que toutes les parties prenantes peuvent interagir. Et comme je le disais, c'est là où on attend effectivement l'Afrique, mais en particulier l'Afrique francophone, parce que jusqu'à présent, l'Afrique, de façon marginale, participe à ce type de consultation, mais l'Afrique francophone encore moins. Et donc, personnellement, j'encourage les uns et les autres à se jeter dans l'eau et effectivement à y aller. Et c'est comme ça que nous voulons faire entendre la voix de l'Afrique et à partir de là, effectivement, donner notre propre vision et notre diversité pour que ça soit prise en compte effectivement dans le processus de normalisation. Alors, le contrôle indépendant de ces normalisateurs est assuré par le comité d'intérêt public qu'on appelle le PIC. Et bien sûr, ce PIC, on a des représentants de la Banque mondiale, du FMI, de l'OCDE, de l'INTOSAI. Et bien sûr, on a un comité consultatif aussi qui donne un peu des avis techniques lorsque nous nous réunissons, en tout cas sur les thèmes que nous abordons. La géographie des membres se présente comme suit. Donc, si vous regardez, donc depuis janvier 2026, vous avez l'Europe qui a 5 représentants, vous avez l'Amérique globalement qui a 4 représentants, 2 de l'Amérique du Nord et 2 de l'Amérique du Sud et des Caraïbes, et vous avez l'Asie qui a 5 représentants et naturellement l'Afrique et le Moyen-Orient. Si vous regardez les découpages géographiques, généralement l'Afrique est toujours mise avec le Moyen-Orient, c'est que communément on voit MEA. D'accord? Donc, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, quand vous regardez, donc vous avez un Saoudien, vous avez une Émirati, et vous avez un Sud-Africain qui représente l'Afrique, et puis moi-même qui est du Burkina Faso.
Alors aussi, au titre de la stratégie de ces normalisateurs, il est important de revenir là-dessus. Jusqu'à présent, c'était un normalisateur de la comptabilité dans le secteur public, donc un normalisateur sur ce qui est reporting financier. Mais à partir de 2022, le normalisateur a été consulté pour se charger aussi de la durabilité dans le domaine de la comptabilité publique, enfin du secteur public. Et le normalisateur a consulté ces parties prenantes qui ont accepté effectivement que nous nous chargeons des questions de durabilité sur le secteur public. Donc, en conséquence, la stratégie a été revue. Donc, la stratégie 2024-2028 a été revue afin d'intégrer le volet reporting sur la durabilité. Donc, c'est pour ça que vous verrez que dorénavant, nous produisons des normes de reporting financier, donc normes comptables, reporting financier, donc normes d'information financière, mais également nous produisons des normes sur la durabilité. Et notre première norme a porté sur le climat et effectivement a été émise et doit être mise en œuvre. Nous faisons également sur le plan stratégique la promotion de l'adoption et de la mise en œuvre de nos normes, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il ne s'agit pas seulement de produire des normes, mais il faut faire en sorte aussi que les normes soient connues et que les normes puissent être appliquées. Parce que n'oublions pas, si vous n'avez pas de politique derrière pour l'application des normes, à partir du moment où le normalisateur ne peut pas imposer l'adoption ou la mise en œuvre aux États, ou en tout cas aux utilisateurs, vous vous retrouvez face à un mur. Parce que comment vous faites pour que ces normes puissent être appliquées? En général, il y a un peu de lobbying, vous travaillez avec les organisations faîtières qui pour des questions de comparabilité de l'information, pour les questions d'harmonisation des pratiques, finissent par demander à leurs entités parties prenantes d'appliquer vos normes. C'est le cas généralement de l'IOSCO, par exemple, qui est dans le domaine boursier et qui a tendance à recommander, par exemple, l'adoption des normes IFRS, IAS-IFRS, l'adoption des normes IFRS S1 et S2 à ses membres. Et donc, quand l'IOSCO le recommande à ses membres, automatiquement, les bourses nationales ont tendance à y aller parce qu'ils sont membres de l'IOSCO et petit à petit, elles vont exiger que ceux qui sont sur le marché concernés puissent effectivement appliquer ces normes. Maintenant, dans d'autres sphères, c'est des organisations de régulation au niveau national. Si vous prenez par exemple le Nigeria, vous allez avoir le FRC, donc l'air régulateur de l'information financière, qui va décider d'adopter pour la nation. Et donc, conséquence, le FRC va demander aux régulateurs boursiers, aux régulateurs bancaires, etc. Nous avons ces nouvelles normes, vous devrez les appliquer et les pratiquer. Et le même FRC fait de même, par exemple, dans le cadre du Nigeria, ils font de même également pour les IPSAS, donc les normes de la comptabilité publique. Donc, dans notre cas, par exemple, dans la zone UMOA, ça pourrait être, par exemple, la prérogative n'est-ce pas, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Dans la zone CEMAC, la même chose. Pour ceux qui ne sont pas dans des unions, ça va être des adoptions en ce moment à l'échelle nationale. Parce que c'est ces instruments qui vont donner une force légale, à une obligation, n'est-ce pas, à l'adoption, à l'implémentation des normes. Sans ça, ça demeure de meilleures pratiques. Et nous, au niveau du normalisateur, nous ne pouvons que travailler en réalité aux meilleures pratiques, à l'adoption et à encourager, mais nous ne pouvons pas l'imposer. Enfin, le dernier point, c'est la promotion, n'est-ce pas, des avantages de l'information financière et de l'information sur la durabilité. Alors, ce que nous avons comme problématique est la suivante. Les parties prenantes nous disent, ah, écoutez, vous émettez des normes, mais quel est l'intérêt de ces normes? Apparemment, c'est une surnormalisation. Nous ne voyons pas quel est l'impact, qu'est-ce que ça nous apporte. Nous avons déjà des référentiels, etc., etc. Donc, nous travaillons à expliquer en quoi est-ce que nos normes apportent une valeur ajoutée, en quoi est-ce que nos normes ont un impact clair, en fait, en termes de redevabilité, en termes de transparence de l'information financière, en termes de prise de décision aussi. Et donc, ce volet, nous l'avons également mis dans notre stratégie parce qu'autrement, vous allez produire des normes et vos normes risquent de ne pas être effectivement mises en œuvre. Donc, dans cette perspective, aujourd'hui, nous faisons un focus sur la relation que l'IPSASB a avec les parties prenantes, de façon vraiment directe. Donc, il s'agit d'adopter, d'une part, je viens de l'expliquer, donc des normes de reporting de haute qualité pour le secteur public, que ce soit des normes de reporting financier ou des normes de durabilité. Il s'agit aussi de les faire appliquer en toute confiance. Donc, il faut prendre des initiatives pour favoriser l'adoption et la mise en œuvre.
et élaborer des guides qui accompagnent en fait le processus d'implémentation et aussi faire avancer, n'est-ce pas, la prise de décision. Et c'est là que j'expliquais que ça pourrait permettre de voir quel est l'impact. On donne des cas pratiques qui permettent aux parties prenantes de voir de façon claire, si je vais vers ces normes, quel peut être le bénéfice que je peux en tirer. Alors, cette logique, cette tentative d'avoir une stratégie qui répond aux besoins des parties prenantes vient du fait qu'il y a beaucoup de demandes et vous avez les normes de l'autre côté, il y a des demandes. Maintenant, l'interrogation, c'est de dire, est-ce que vous faites juste des normes et que vous attendez, ou bien vous essayez de travailler aussi à adresser les demandes particulières de vos parties prenantes. Et donc, c'est comme s'il s'agissait de construire un pont entre le normalisateur et ses normes, les principes et les exigences, et les besoins et attentes des parties prenantes, y compris les besoins pratiques d'implémentation. Et donc, dans cette logique, au niveau de ces normalisateurs, ce que nous avons tenté de faire depuis quelques années, c'est de faire des activités de sensibilisation et des tables rondes. Et donc, si aujourd'hui vous voulez organiser une activité sur un sujet qui concerne ce normalisateur, vous pouvez effectivement adresser une demande, la demande va être examinée et on regarde quel est le membre du board ou bien quel est le staff technique qui peut être disponible pour pouvoir adresser la problématique qui a été soulevée. Et en général, quand on le fait, ça se fait sans frais. Mais il faut que vraiment ça coïncide à une période où les personnes qui sont à même de pouvoir dispenser l'activité en question aient la disponibilité en termes de temps nécessaire. Je rappelle que nous avons 4 réunions par an et que nous pouvons avoir au-delà des 4 réunions par an. Les 4 réunions, c'est 5 jours et nous pouvons avoir d'autres réunions que nous appelons des outreach ou c'est des réunions virtuelles, sans compter les réunions des différents comités auxquels parfois chaque membre de board est invité à participer, de sorte à ce que effectivement il puisse avoir d'autres visions, d'autres façons de voir dans ces comités qui peuvent influencer potentiellement ces prises de position lorsque nous faisons nos sessions plénières. Nous avons les consultations sur le programme de travail. Donc, tout ça, c'est comment nous allons vers nos parties prenantes, comment nous créons le pont entre nous et les parties prenantes. Nous avons dorénavant créé des comités pour que nous puissions avoir des points de discussion avec les parties prenantes. Donc, un certain nombre de forums a été créé. Vous avez le FRIX, qui est le forum sur le reporting financier. Vous avez le CIF, qui est le forum sur la durabilité. Et donc, vous avez aussi l'IAG, qui est en fait une sorte de cadre d'interprétation, n'est-ce pas, des normes. Et enfin, nous avons mis en place un nouveau dispositif qui s'appelle IPSAS-B Explain. Et les IPSAS-B Explain, c'est qu'on se met en position de pouvoir donner des explications à nos parties prenantes. On peut, par exemple, prendre une thématique donnée, un cadre où un membre du board va donner une explication qui est enregistrée et qui est mise à la disposition des parties prenantes pour que les zones d'ombre, les zones grises puissent être adressées. Donc, cette initiative, elle est assez récente. Elle a été mise en ligne à partir de la réunion de juin. Et tout ça, ça participe, n'est-ce pas, au renforcement du cadre de normalisation d'une part, mais également aux activités de maintenance des normes. Parce que si vous avez des normes qui ne sont pas pratiquées, si vous avez des normes qui ne sont pas révisées, c'est des normes qui peuvent tomber en désuétude. Et donc, voilà un peu comment nous avons réfléchi au niveau de ces normalisateurs, comment c'est les pages blanches qu'il y avait entre le normalisateur et les utilisateurs de normes que nous commençons à remplir ces pages blanches. Parce que contrairement à d'autres où il y avait énormément de documentation, contrairement à d'autres où il y avait d'autres comités, d'autres points de jonction entre le normalisateur et les parties prenantes, malheureusement ici, on avait juste des normes et parfois les États, les départements ministériels, les entités du secteur public étaient parfois obligés d'aller prendre la documentation des meilleures pratiques d'un autre État pour s'en inspirer. Donc, nous avons décidé de travailler à ce que nous ayons notre propre doctrine, parce que les parties prenantes ont exigé. Ils disent, elles disent, oui, mais écoutez, vous faites des normes, mais quant à aller prendre des bonnes pratiques ou des guides, nous préférons que c'est celui qui a écrit les normes aussi qui produise quand même un certain nombre de documentation. Et donc, d'où justement la réponse que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Alors, en le faisant,
nous avons travaillé, donc ça c'est notre regard, en partant de la stratégie de 2024-2028, nous nous projetons vers une révision stratégique pour essayer de remplir le gap qu'il y avait, de construire le pont qu'il y avait entre le normalisateur et les besoins, entre les normes et les besoins. Donc il s'agit dès lors d'élaborer des normes de haute qualité, d'une part, n'est-ce pas, et de générer un impact direct, n'est-ce pas, qui est positif pour le secteur, pour les parties prenantes du secteur public. Et donc, c'est dans cette perspective que certaines initiatives dont je vous ai présenté sommairement l'origine ont été mises en œuvre. Donc, vous avez l'IAG qui va faire des interprétations, qui va écouter les parties prenantes leurs questions, analyser. Je vous montrerai un peu en détail comment cet organe travaille. Vous avez le FRIF qui va être un forum où on interagit avec les parties prenantes sur les problématiques. Vous avez le CIF qui va être un autre forum qui va discuter avec les parties prenantes sur les problématiques, sur la durabilité. Vous avez IPSASB Explain qui va commencer à adresser de façon native certains sujets sur lesquels nous pensons qu'on a besoin de beaucoup plus d'informations. Vous avez les activités de sensibilisation, vous avez les PIA. Alors là, il s'agit en fait complètement de faire une sorte d'auto-évaluation des normes. Vous avez des normes qui existent depuis plusieurs années. On ne sait pas s'il y a des difficultés d'implémentation. Si la norme, lorsqu'on l'a élaborée, l'objectif pour lequel la norme a été élaborée, cet objectif, la norme sert réellement cet objectif. Parce que la norme est en cohérence avec cet objectif. Donc, quand vous construisez un tel pont, vous avez besoin de support et de l'accompagnement des parties prenantes, d'où la nécessité de reconsulter les parties prenantes sur cette stratégie et de s'assurer que ce que nous avons imaginé en tant que normalisateurs, l'approche que nous avons initiée, les initiatives que nous avons prises sont en cohérence d'ensemble avec les attentes de nos parties prenantes. Et donc, ce qui va permettre d'adopter, d'appliquer et de faire avancer effectivement l'impact de ces normes. Alors, ceci étant, après cet état des lieux, cette vision d'ensemble, je m'en vais maintenant discuter avec vous les points que nous avons abordés à la réunion de juin sur le reporting financier. Alors, je disais tantôt, nous avons mis en place un certain nombre de groupes. Alors, le premier groupe, c'est l'IAG, donc IPSAS-B Application Group. Donc, il s'agit du groupe d'application des IPSAS. S'il y a des demandes des parties prenantes, ces demandes peuvent être postées sur le website de l'IPSAS-B. Et le groupe qui a été formé, donc le groupe, il est formé des membres du board. Il y a un secrétariat technique par les staffs de l'IPSAS-B. Et naturellement, le groupe va travailler à évaluer les défis liés à l'application identifiées par la partie prenante qui a posé la question et naturellement élaborer des recommandations. Lorsqu'ils examinent les questions que vous avez posées, ils peuvent arriver à plusieurs conclusions. Une des conclusions peut être que le point que vous avez soulevé est déjà couvert par des normes. Ils vont répondre et la réponse sera sur le site, ce qui va permettre d'avoir une base de connaissances qui est profitable aux autres parties prenantes, qui, avant de poser d'autres questions, pourraient toujours consulter le site pour s'assurer que la problématique est déjà prise en charge ou non. Donc, la solution, la recommandation de ce groupe peut être aussi de dire, bon, écoutez, effectivement, ce point n'est pas adressé par une norme. Et si le point n'est pas adressé par une norme, ils feront la recommandation à l'IPSAS-B. Ça veut dire qu'ils ne se substituent pas à l'IPSAS-B pour élaborer une norme, mais ils feront une recommandation. Nous devrons faire évoluer peut-être notre norme dans ce sens, parce que la problématique posée par la personne qui a introduit la question, elle n'est pas du tout couverte. Donc, en ce moment, la solution, ce sera de réexaminer pour voir dans quel moment nous devrons adresser, faire évoluer. Donc, on peut être dans la situation où il n'y a pas besoin d'établir des normes. On peut être dans la situation où on est obligé d'établir une nouvelle norme ou de faire évoluer les normes existantes. Donc, voilà comment nous avons commencé à structurer en fait l'environnement en fait du normalisateur afin qu'il y ait quand même des réponses à certaines préoccupations de nos parties prenantes. À la réunion de juin, bien sûr, nous avons reçu un certain nombre de questions qui ont été examinées, mais en juin, quand nous avons fini nos travaux, il n'y avait aucune des questions qui nécessitait, par exemple, que nous touchions les normes. Les réponses étaient déjà généralement dans le corpus normatif, et puisque peut-être qu'il y avait des problématiques d'interprétation, mais les réponses étaient déjà là. Et une fois que nous avons terminé ces réponses, plus la question anonymée,
vont être publiés sur le site auquel vous pourrez tous avoir accès en termes de base doctrinaire. Alors, je précise que ce groupe a été lancé depuis juillet 2025. Alors, le groupe suivant, le FRIF, j'en ai parlé également. Donc, il s'agit du Financial Reporting Implementation Forum, donc parallélisme de forme. Alors, il s'agira de discuter, là c'est un forum, si vous voulez adhérer, vous adressez un courrier à l'IPSASB. En général, on souhaite que ce soit des gens qui ont adopté, qui implémentent les normes, parce qu'il s'agit de venir discuter des difficultés d'implémentation, des difficultés pratiques en réalité sur le terrain. Si ça n'a pas été adopté, si vous n'êtes pas un féru de la norme, ça peut être extrêmement difficile de joindre un tel groupe parce qu'on va parler des choses peut-être où vous n'êtes pas au même niveau d'information et ça peut être très, très difficile. Donc, ça fait que l'IPSASB est très regardant sur qui peut rejoindre ces groupes ou pas. Et donc, c'est pour ça que les demandes d'adhésion lui sont adressées directement. Donc, il s'agirait d'échanger les expériences, d'explorer les solutions et bien sûr élaborer des recommandations potentielles. Et bien sûr, à l'épreuve des discussions, on peut toujours examiner est-ce qu'il y a des points qu'on pense que ça peut avoir des incidences sur soit la création d'une nouvelle norme, soit faire l'évolution dans une norme, les amendements dans une autre norme. Donc, dans ces conditions-là, en fait, les recommandations vont être remontées. Et comme je l'ai dit, comme c'est l'IPSASB qui a la responsabilité de la normalisation, l'IPSASB est obligé de siéger sur le rapport, en tout cas du FRIF, et de regarder les conclusions qui sortent avant de prendre n'importe quelle décision. Parce qu'il ne s'agirait pas de transférer nos prérogatives en tant que normalisateurs, les obligations que nous avons vers des comités ou des gens qui n'ont pas le mandat pour l'exercer. Et bien sûr, l'objectif, c'est de développer une communauté de pratiques mondiales et bien sûr informer les activités de l'IPSASB, n'est-ce pas, lorsque les activités de normalisation ou les autres activités de l'IPSASB. Donc, ce FRIF, c'est depuis 2026, bien sûr, qu'il est mis en ligne. Donc, nous avons les activités de revue postérieure à l'implémentation. Donc, ce qu'on appelle les revues post-implementation review. Alors, en fait, nous nous sommes un peu inspirés de ce que l'IASB fait, le normalisateur de la comptabilité au niveau du secteur privé, parce qu'il y avait des problématiques d'interprétation, il y avait des évaluations, enfin, il y avait une absence, en fait, d'évaluation. Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, présent. On entend. Oui, Président, président, on vous attend maintenant. Vous attend. C'était coupé. Ah, président, on ne t'entend plus, hein? Donc, je vous repartage le...
OK. Voilà. Donc, désolé encore une fois de plus. Ça, c'est les difficultés que nous avons toujours dans nos zones. Alors, donc, pour revenir sur cette revue, il s'agit de se dire, écoutez, nous avons émis une norme. Par exemple, vous avez la norme sur la consolidation. Pour le moment, nous n'avons pas encore vu des états financiers consolidés. Je crois que c'est le Ghana qui vient juste de faire des états financiers consolidés. La majeure partie des autres pays, même qui ont adopté nos normes jusqu'à présent, ont du mal à sortir des états financiers consolidés sous IPSAS, comptabilité d'engagement, comptabilité en droit constaté. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est la norme qui a des difficultés ou bien il s'agit des questions de capacité, de compréhension de la norme? Donc, dans une telle circonstance, ce que nous faisons, nous réévaluons la norme, nous apprécions en fait, il y a des critères, on va même vers les parties prenantes, on apprécie, on fait des activités, on essaie d'apprécier est-ce que la norme se comporte exactement comme ce qui a été prévu. Si oui, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas grand-chose à faire. Sinon, bon, ben, il faut peut-être commencer à regarder est-ce que la solution consiste à modifier la norme ou bien de faire une nouvelle norme, ou bien de faire évoluer la norme existante. Autrement, la norme atteint ses objectifs, donc il n'y a plus rien à faire. Donc, ce dispositif a pour objectif de nous donner les moyens d'une évaluation interne, en fait, des normes qui sont produites par le normalisateur lui-même. Donc, voilà, en ce qui concerne le reporting financier, les éléments mis en place pour pouvoir faire le pont entre les normalisateurs, au lieu d'avoir juste des normes, on va juste avoir également des briques qui permettent de construire un lien entre les parties prenantes et nous-mêmes en tant que normalisateurs. Alors, sur ce, je passe maintenant aux travaux à proprement parler. Je ne sais pas si vous... OK. Donc, sur la présentation des états financiers, en mars, nous avons adopté le projet d'exposé sondage qui a été mis en ligne pour une période de commentaires de 120 jours. J'ai tenu à rappeler ça parce que comme le projet est toujours en ligne, ça peut être intéressant que les pays africains que nous sommes, les francophones que nous sommes, nous nous intéressons potentiellement à aller répondre à cet exposé sondage. Comme j'ai dit, lorsque moi je vais aux réunions et que je regarde les résultats des exposés sondages, je suis toujours intéressé par savoir est-ce que la zone francophone a réagi. Quand je parle de zone francophone, je parle de façon générale. À part peut-être la France, où certains de leurs normalisateurs ont tendance à réagir, en dehors de ça, c'est extrêmement rare. Et même là aussi, ce n'est pas sur tous les sujets qu'ils soumettent des commentaires. Alors que vous savez que nos administrations publiques, nos entités, la manière dont nous fonctionnons, qui joue en fait sur la manière dont les éléments peuvent être potentiellement comptabilisés, n'a absolument rien à voir avec le droit anglo-saxon. Et donc, en conséquence, si nous laissons tout dans une certaine sphère, ça peut influencer en fait la manière dont la norme est produite. Donc, ça c'est des aspects qui sont dans la philosophie même en fait de la normalisation. Rappelons-nous, nous avons l'école continentale, l'école anglo-saxonne, etc., etc. On se rappelle encore de nos cours en la matière. Donc, si nous voulons que des aspects de l'école continentale nous survivent, ça veut dire que nous devrons être autour de la table et que nous amenons notre approche, notre façon de voir sur ces aspects aussi, puisque ça puisse être pris en charge. Alors, le changement majeur sur cette norme, c'est lié au fait que la norme, elle n'a pas été, quand IAS 1 de l'IASB a été modifié, notre IPSAS 1 n'a pas changé. Et donc, conséquence, nous avons une dissonance entre IPSAS 1 et IAS 1. Ça, c'est le premier point. Mais récemment, vous savez que IFRS 18 est sorti. Et dans IFRS 18, il y a des modifications substantielles sur le compte de résultat. Donc, la question, c'est de dire, si nous ne commençons pas à intégrer les modifications, il y a déjà un tour de modification qui est passé que nous n'avons pas intégré. On est peut-être au deuxième ou troisième tour de modification. Si nous n'en tenons pas compte, nous aurons une grosse différence entre
les normes du secteur public et les normes du secteur privé, là où il n'y a aucune justification spécifique du secteur public qui pourrait justifier en fait qu'on se départisse des dispositions prises au niveau du secteur privé. Donc, c'est dans ce sens que une révision a été amorcée. Donc, vous voyez dans ce slide-là les différentes étapes de ce processus, donc de ce projet. Et comme je le disais en mars, nous avons approuvé le document de consultation et le projet d'exposé sondage que nous avons mis en ligne et que nous demandons à ce que les parties prenantes puissent éventuellement regarder afin de donner leur propre appréciation sur les orientations vers lesquelles nous pensons qu'il faudrait modifier la norme sur les états financiers dans le secteur public. Alors, toujours dans cette logique, en mars, je vous présente de façon synthétique, je ne vais pas trop rentrer dedans puisque c'est des décisions de mars, mais pour qu'on ait un rappel historique de ce qui est en train de se passer, pour que ça inspire ceux qui pourraient potentiellement aller contribuer à l'exposé sondage qui est en cours. Donc, les thèmes qui sont présentés, c'est l'aperçu et le développement du projet, les objectifs des états financiers et les principes généraux qui sont repris, l'état de la situation financière qui va être le bilan, l'état de la performance financière qui va être le compte des résultats, et l'état des variations de l'actif net qui va être les capitaux propres, naturellement, et les informations fournies sur les notes. Donc, une des questions, par exemple, c'est de dire, je suis au niveau du secteur public. On sait que les impôts sont une source importante de revenus. Une des questions qui se pose, c'est de dire, est-ce qu'on doit créer une catégorie spécifique pour la ligne impôt dans le compte des résultats, ou bien on laisse les agrégats classiques qu'on a l'habitude de voir? Vous voyez? Maintenant, si on décide qu'il faut le mettre dans le compte des résultats, comment on le met quand on sait en même temps que, quand nous savons en même temps que ce n'est pas toutes les entités de l'État qui lèvent l'impôt. Vous avez des directions qui lèvent l'impôt, vous avez des entités qui lèvent l'impôt, mais ce n'est pas toutes les entités. Donc, quel peut être l'intérêt de porter une ligne spécifique si on sait que d'autres entités vont servir cette ligne comme 000 dans la mesure où ces entités ne lèvent pas l'impôt. Donc, lorsque nous faisons ce type de réflexion, vous voyez, ça va au-delà de la sémantique. Et ça demande aussi que les utilisateurs nous donnent leur appréciation. Si les utilisateurs, par exemple, la communauté, les parlementaires ou encore les citoyens estiment qu'ils veulent voir quelles sont une ligne qui récapitule les impôts levés et en face les dépenses qui ont été réalisées, vous voyez, ça peut être intéressant de savoir quelle est la vision que les parties prenantes ont sur cette question. Pour ma part, personnellement, quand vous poussez l'analyse, on se demande pourquoi on le fera uniquement pour les impôts. Pourquoi on ne le ferait pas, par exemple, pour les dépenses de transfert que les autres reçoivent comme des ressources? Pourquoi on ne le ferait pas, par exemple, pour d'autres types de lignes? Pourquoi on ne mettrait pas, par exemple, quand on met les revenus de façon globale, on pourrait très bien aller mettre une déclinaison en détaillant les revenus concernés, impôts, subventions, etc., dans les notes. Mais on a encore été coupé, désolé, c'est dommage, mais bon.
On a encore été coupé, désolé. Je pense qu'on est revenu. Il y a beaucoup d'instabilité sur mon réseau, donc ça bascule entre deux lignes pour qu'on puisse, on puisse rester ensemble sur le Zoom. C'est bon, vous voyez la présentation? J'ai essayé de repartager. C'est bon, c'est Oui, bon. on a bien vu. On a bien vu. Oui, président, c'est bon. Ok, désolé. Ça, c'est Bon. l'Afrique avec les difficultés. Alors, donc, voilà un peu le contexte de cette révision, en fait, sur les états financiers. En tout cas, j'encourage les uns et les autres, dans la mesure du possible, de pouvoir proposer vos commentaires. Donc, en décembre, il y avait déjà ces décisions-là. Voilà, on a décidé qu'on ne va pas tellement changer la structure des états financiers et que nous allons nous inspirer de ce qui est prévu dans IAS 1, d'une part, mais également nous allons prendre l'essentiel des éléments présentés dans IFRS 18 pour les intégrer. Donc, ce qui a été prévu. Mais il y a un point majeur de IFRS 18 que nous avons décidé de ne pas directement intégrer. Ça porte notamment sur les agrégats, les sommes significatives qui sont définies par le management. Parce que les critères qui ont été arrêtés par l'IASB pour définir ces éléments-là, ces critères n'existent pas dans le secteur public. Donc, en conséquence, nous avons dit non, il ne faut peut-être pas les intégrer. Peut-être il faut imaginer un nouveau scénario qui correspond mieux à la situation du secteur public. Et en conséquence, dans les demandes d'informations que nous avons envoyées aux parties prenantes, nous avons clairement demandé que ceux qui vont interagir avec l'IPSASB puissent se prononcer sur cette prise de position que nous avons eue. Donc, toujours en décembre 2025, nous avons dit, voilà, il faut que nous adaptons un certain nombre d'aspects, en fait, de ces dispositions qui sont prévues dans IFRS 18, qui sont adoptées d'ailleurs pour IFRS 18, mais qui ne sont pas nécessairement compatibles avec la problématique que nous avons au niveau du secteur public. Donc, il faudrait exclure les orientations relatives, par exemple, au jugement en matière de matérialité sur les rapports intermédiaires et les méthodes comptables, par exemple. Donc, nous avons, parce que ce n'est pas exactement la même façon dont ces questions sont traitées dans le secteur public. Alors, en mars, nous avons décidé de refléter les commentaires que nous avons reçus, parce qu'en fait, quand nous consultons, nous avons des commentaires et quelquefois, on peut penser que le normalisateur n'intègre pas les commentaires, mais ce n'est pas très juste, parce que nous avons estimé que dans l'intérêt public, tous les commentaires envoyés doivent être analysés. Et c'est après l'analyse et la justification des commentaires reçus, c'est-à-dire si nous ne devons pas retenir un commentaire, il faut que ce soit justifié. Et ça fait l'objet d'un débat public par ailleurs parmi les membres. C'est pour éviter que peut-être un pays qu'on caricature comme étant un petit pays va soumettre des commentaires, on met de côté. Ou bien un individu soumet un commentaire, on néglige le commentaire, alors qu'on estime qu'une seule personne peut avoir raison sur l'ensemble. Donc, conséquence, tous les commentaires sont examinés et apportés au niveau du board. Et sur la base de ça, nous regardons le pour et le contre avant de décider d'aller de l'avant avec les commentaires concernés. Donc, dans le cas d'espèce, en résumé, comme je disais, il y a l'essentiel des dispositions de l'IFRS 18 va être intégré, mais nous avons estimé que les points en rapport avec les MPM, donc Management Defined Measures, on ne va pas les intégrer. C'est-à-dire, c'est les soldes significatifs de gestion que le management a l'habitude de mettre dans les états financiers, dans son reporting financier, mais qui n'était pas exigé par l'IASB. Et donc, ces éléments-là, après, les parties prenantes au niveau du public privé ont demandé à ce que l'IASB les intègre parce que pour eux, quelquefois, ça donne des informations qui sont importantes. Et comme c'est régulièrement publié, ça peut induire en erreur. Et comme on ne sait pas quel est le contenu d'une industrie à l'autre, ils ont demandé à l'IASB de les intégrer. Mais au niveau du secteur public, on s'est rendu compte que cette pratique n'existe pas. Et même que les autres éléments complémentaires que dans le secteur public, on a l'habitude de publier, c'est une formule usitée.
Ce n'est pas surprenant et tout le monde sait qu'il y a des ratios, il y a des agrégats supplémentaires, des sources complémentaires qu'on a l'habitude de présenter et ça ne pose aucun problème. Et à partir de là, le besoin qui amène l'IASB à intégrer ces points-là dans IFRS 18 n'existe pas au niveau du secteur public. Cependant, les uns et les autres ont dit, mais pourquoi pas imaginer d'autres critères qui peuvent intéresser les parties prenantes. Donc, on a reflété ça dans l'exposé sondage qui a été mis dans le public et nous attendons donc les réponses pour voir comment traiter enfin cette problématique-là. Alors, le point suivant qui a été traité au niveau de notre réunion de juin, c'est les améliorations à apporter aux normes comptables IPSAS 1, IPSAS 4, 10, 19, 26, 30. Alors, 1 et 10 ont un rapport avec les conversions en monnaie et en particulier dans les économies inflationnistes. Alors, les autres 19, ça va être les provisions, 26, 30, c'est les classiques. Il s'agit de voir l'impact de l'évaluation des incertitudes, en fait, dans les états financiers. Donc, il y a certaines normes qui ont évolué et ces normes ont un impact, en fait, un impact connexe, en fait, sur les normes concernées. Donc, nous nous sommes réunis, nous avons regardé. Donc, il s'agirait en ce moment de proposer des améliorations qui peuvent permettre de tenir compte de certaines décisions que nous avons prises et qui sont dans des normes précédentes, qui ont été approuvées. Et donc, conséquence, il faut faire ce travail de mise en cohérence des normes, des autres normes pour que nous ayons un corpus qui soit globalement cohérent afin que les utilisateurs ne se retrouvent pas avec des difficultés. Donc, ce travail est toujours en cours, comme je le disais tantôt, mais je vous résume sur cette page les premières décisions. Donc, il s'agirait pour IPSAS 4 de modifier la norme afin de tenir compte des modifications apportées à IAS 21 parce qu'on ne l'avait pas fait. Donc, et ça porte sur la conversion vers une monnaie de présentation hyperinflationniste. Donc, IAS 21 avait été modifié en novembre 2025 pour tenir compte en fait de ces tractations-là, mais nous ne l'avons pas fait. Et comme ces normes, lorsqu'il n'y a pas de différence entre les deux types de référentiels, il n'y a pas de raison de s'en départir, il faut effectivement en tenir compte. Donc, pour IAS 10, en réalité, IAS 10 a une corrélation avec IPSAS 4. Donc c'est les informations financières dans les économies inflationnistes, IPSAS 10. Donc, si nous modifions IPSAS 4, effet de variation de monnaie étrangère, il faut forcément modifier aussi IPSAS 10. Maintenant, pour IPSAS 1, 19, 26 et 30, comme je le disais tantôt, il s'agit d'ajouter des exemples qui illustrent la manière dont une entité applique ses exigences dans ces normes afin de présenter les effets des incertitudes sur les états financiers. Vous savez que sur les provisions, il y a eu des modifications. Quand est-ce qu'on estime que la valeur estimée avec suffisamment de certitude, quand est-ce que ça se transforme en dette, quelles sont les hypothèses sous-jacentes. Donc, à partir de là, s'il y a des modifications qui ont été intégrées au niveau de IAS 19, il faut voir dans quelle mesure nous pouvons également modifier, IAS 37, pardon, il faut voir dans quelle mesure nous pouvons aussi modifier nos propres normes. Parce qu'il n'y a pas de différence liée au secteur public sur ces questions-là. Donc, ça, c'est les décisions qui ont été prises. Et donc, naturellement, une fois que nous avons approuvé cette décision, on prépare un exposé sondage qui vous est envoyé pour que vous appréciez à votre tour. C'est-à-dire, le normalisateur, il ne s'enferme pas en disant ça c'est bon, ça c'est pas bon, mais on se donne les moyens de venir vous consulter afin de prendre en considération, n'est-ce pas, vos perspectives. Alors, un des gros débats que nous avons eu à cette session, c'est notamment sur la norme sur l'évaluation, c'est-à-dire la mesure, l'évaluation des actifs et des passifs. Alors, sur cette norme, la question fondamentale qui se pose, nous avons créé à partir de IPSAS 46. IPSAS 46 c'est notre nouvelle norme sur l'évaluation en fait, des éléments apportés dans les états financiers. Et donc, lorsque nous avons fait cette modification, il y a une nouvelle façon de mesurer qui a été mise en place qui s'appelle le COVE, Current Operational Value. C'est-à-dire cette mesure consiste à évaluer un bien
Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, excusez pour le désagrément. Il y a des petits travaux à leur niveau, raison pour laquelle la connexion coupe un peu. Mais il va se reconnecter tout de suite. Allô? Oui, allô? Oui, On vous aurait président, oui. Oui, Oui, vraiment, président. on a trois lignes apparemment avec la fibre orange, mais apparemment il y a des difficultés dans la zone. Je l'aurais su, je serais allé à l'ordre. Désolé une fois de plus. Bon, on va essayer de faire avec ça et de s'adapter, quoi. Euh, alors, sur cette problématique, comme je disais, l'idée, c'est de dire que même la localisation géographique de l'actif va jouer sur son évaluation. Vous voyez, on n'a pas l'habitude de rencontrer ça. Et habituellement, c'est la juste valeur, la valeur de marché, la valeur de remplacement, euh, le coût historique, etc., etc. Donc, cette méthode qui a été inventée et qui répond à un certain nombre d'actifs, à l'évaluation de certains actifs. Oui, Khaled? Oui, président, désolé. Quand tu présentais la méthode du couvre, là, ça s'est coupé. Donc, je ne sais Ok. pas si tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, le principe de la méthode, en réalité, la méthode c'est de la valeur, en fait, opérationnelle courante. C'est-à-dire, c'est le potentiel de service que dont l'actif dispose au moment de votre évaluation. Ça veut dire que si c'est un scanner, c'est son potentiel de service, c'est le service que ça rend à la communauté au moment où vous faites l'évaluation. Vous voyez que ce n'est pas la valeur d'utilisation classique qu'on connaît. En d'autres termes, si vous avez le même actif payé au même montant et que l'un se trouve dans un lieu distant où il n'y a pas une grosse population avec des maladies liées que cet équipement peut diagnostiquer, et que vous avez le même équipement dans un autre endroit qui est très peuplé, où vous avez des morbidités qui sont liées, qui peuvent être diagnostiquées par ces matériels, le potentiel de service va être différent. Donc voilà en fait ce qui est derrière la conception de cette méthode-là. Pourquoi elle est importante? Parce que vous avez dans le secteur public des actifs qui sont hérités, qu'on a comme ça, et qui sont gardés, par exemple, pour les futures générations. Vous pouvez avoir des zones giboyeuses qu'on garde et on ne peut pas les évaluer autrement. Mais naturellement, cette méthode, en bas, pour faire l'évaluation, vous pouvez aller d'abord par une méthode de marché avant d'ajouter les autres critères. Comme vous pouvez aller par la juste valeur avant d'adopter les autres critères, comme vous pouvez aller par une méthode de coût avant d'ajouter les autres critères. Elle est assez particulière comme méthode et je trouve que c'est une innovation assez extraordinaire. Alors, un jour, quand je présentais, quelqu'un m'a dit, mais comment on peut tenir compte du potentiel des services? Et comme je l'ai dit, par exemple, si vous avez 1 million de patients que vous allez devoir traiter sur 3 ans dans une zone, alors que vous aurez 500 patients dans une autre zone, le potentiel des services ne sera pas le même, quoi, sur la même temporalité. Donc, la question maintenant qui s'est posée, si on applique ça sur des biens, les biens classiques, comme les cas tangibles, des biens corporels, des immobilisations corporelles. Et là, on est partie prenante pour leur demander, est-ce que vous pensez que conceptuellement, cette méthode peut être appliquée aussi aux actifs incorporels? Et donc, lorsque cette demande a été poussée à nos parties prenantes, nous avons reçu les commentaires. Et donc, les commentaires disaient que
ça pouvait être appliqué à l'évaluation initiale, à l'évaluation subséquente. Et dans l'exposé sondage, on disait oui, c'est possible. Conceptuellement, il n'y a aucune problématique. Cependant, il y a certaines parties prenantes qui nous ont dit, mais eux, ils pensent qu'il y a un risque de manipulation, comme c'est une valeur qui tient aux méthodes d'évaluation, aux hypothèses, aux projections. Ils pensent que lorsqu'on va aller vers une telle méthode, il y a des risques en fait de ne pas pouvoir effectivement s'en sortir avec des méthodes de cette nature. Et donc, il y a eu des gros débats à l'intérieur. Parce que certains estiment que si, par exemple, la méthode a comme base la juste valeur et qu'on a un marché inactif, on risque d'avoir un problème. Qu'il a sur la juste valeur qui ne peut pas être utilisée en l'état lorsqu'il n'y a pas de marché actif, on doit changer la méthode d'évaluation. Les uns et les autres ont dit qu'on devrait peut-être refléter ça dans cette méthode corporelle. Comment vous pouvez mettre une restriction quand il s'agit d'actifs incorporels quand vous n'avez pas un élément de fond qui peut le justifier? Et donc, l'IPSAS B, sur cette base, nous avons discuté en mars. Et lorsque nous avons fini la discussion, nous étions arrivés à la conclusion que la COV pouvait être appliquée effectivement à ces actifs-là et qu'il n'y avait pas de problème. Et nous avons décidé d'élaborer dans la norme des orientations claires en rapport avec ça. Voilà comment nous avions décidé en mars. Cependant, certains membres ont continué à opiner là-dessus, à attirer l'attention pour dire que, attention, nous risquons de créer une situation où il y aurait des comptabilités créatives. Et donc, naturellement, comme je l'ai déjà dit, nous faisons la normalisation dans l'intérêt public et en conséquence, ça veut dire que toutes les voix doivent être entendues et s'ils soulèvent des problématiques, soit vous arrivez à les convaincre, soit vous arrivez à trouver, eux, ils arrivent à vous convaincre, bien sûr. Et donc, ça fait que au mois de juin, malgré qu'en mars, nous avions déjà un accord, au mois de mars, nous avons décidé de faire une session d'éducation pour former nos propres membres sur la problématique, pour que chacun comprenne exactement pourquoi nous sommes en train d'aller dans ce sens et réévaluer en fait, est-ce que les uns et les autres, une fois que cette explication a été donnée, est-ce qu'ils sont en phase avec qu'on aille de l'avant, en tout cas sur le plan stratégique, pour éviter qu'après que nous ayons adopté la norme, nous ayons une sorte de défiance par rapport à la norme par les utilisateurs eux-mêmes. Et donc, en conséquence, nous avons fini par élaborer deux options qui ont été présentées et nous avons demandé aux parties prenantes de discuter de ces deux options et de voir dans quelle mesure ces options pourraient potentiellement orienter en fait nos débats futurs. Et donc, l'option A, c'est de dire on ne fixe pas de seuil de reconnaissance explicite parce qu'il y en a qui disaient il fallait mettre des seuils de reconnaissance. À quel moment on peut prendre un actif incorporel selon cette méthode pour comptabiliser? Parce que comme je vous l'ai rappelé, la méthode dit qu'on peut le faire à la comptabilisation initiale, à la comptabilisation subséquente et à l'inventaire. Donc, à partir de cet instant, est-ce qu'on doit exclure un certain nombre d'actifs du périmètre? C'était ça la question. Donc, l'option A dit on n'exclut rien du tout. Donc, c'est une reconnaissance explicite, pas de seuil de reconnaissance explicite. L'option A dit aussi, il faudrait peut-être mettre l'accent sur les évaluations de protection du processus. C'est-à-dire, comme j'ai dit, il y a des bases sous-jacentes. Maintenant, les évaluations et les méthodes qui sont utilisées, est-ce qu'on doit mettre l'accent plutôt sur la fiabilité de ces méthodes plutôt que de dire que la méthode n'est pas applicable?
Oui. Alors, on est revenu, c'est bon? Alors, pour la première fois que je suis passé à la fibre, j'ai des problèmes, quoi. C'est pas sérieux. Désolé. Donc, à partir du moment où vous avez les éléments suffisamment congruents pour pouvoir faire l'évaluation, on s'interroge maintenant pour pourquoi on ne peut pas utiliser ces méthodes-là, n'est-ce pas, pour pouvoir faire l'évaluation. Et donc, l'option A dit, on pourrait utiliser la méthode parce que nous avons suffisamment aujourd'hui d'outils, d'éléments qui nous permettent de faire l'évaluation. Et il n'y a aucune raison effectivement qu'on ne puisse pas utiliser cette méthode, quel que soit le type d'immobilisation. N'oublions pas que lorsqu'on fait la normalisation, on fait une normalisation pas pour des catégories, mais on fait une normalisation parce qu'on veut standardiser un principe. Donc, l'option dira que vous pouvez utiliser le COVE, mais faites-le de manière rigoureuse. Si vous appliquez toute la méthode de façon rigoureuse, il n'y a aucune raison qu'il y ait une comptabilité créative. Et donc, principalement, vous aurez la transparence de la discipline en matière de gouvernance et une fois que ces conditions sont remplies, il n'y a aucune raison que les valeurs qui sont évaluées posent problème. Et les auditeurs ont dit la même chose. Les auditeurs disent qu'à partir du moment où ce contexte est bien campé, ils auront les éléments nécessaires pour auditer en fait les valeurs qui vont être produites en utilisant cette méthode. Alors, l'option 2 disait, parmi nos membres, il y en a qui suggéraient cette option. En fait, quand le problème a été posé, on a demandé au staff de préparer, de discuter avec les uns et les autres et de préparer les différentes options. Donc, dans l'option B, il faut fixer un seuil explicite de reconnaissance et d'évaluation. Ça veut dire que ce n'est pas tous les actifs incorporels qui vont faire l'objet de cette méthode. Il faudrait examiner la recevabilité de la base de l'évaluation. Quand on va regarder, est-ce que c'est une méthode par les coûts que vous avez utilisés comme base de l'évaluation avant d'ajouter les autres critères, ou bien c'est une évaluation par la juste valeur, ou bien quelle est la méthode que vous avez utilisée. Et en ce moment, il s'agirait de dire, vous ne pouvez utiliser le COVE que s'il existe des données de remplacement suffisamment fiables. Donc là, on est en normalisation, mais on commence à mettre des critères restrictifs. Et enfin, la discipline est axée en ce moment principalement sur la mesure conceptuelle. Donc voilà où est-ce que nous sommes rendus aujourd'hui et les deux points qui ont fait l'objet de délibérations par les membres du Conseil. Et cependant, nous sommes donnés les moyens de nous revoir en septembre pour trancher définitivement. Mais voilà les deux tendances qui sont en train de se présenter. Mais comme je l'ai dit, pour une question de crédibilité au niveau de nos décisions, nous avons expliqué à toutes les parties prenantes qu'en réalité, nous avons déjà une décision sur le sujet, mais en même temps, nous ne pouvons pas ignorer les préoccupations concernées et il faut les traiter et ensuite voir dans quelle mesure ces préoccupations peuvent être reflétées dans la décision finale. Donc voilà ce que nous avons traité sur les actifs incorporels et l'utilisation du COVE sur ces actifs. Sur la matérialité, nous n'avons pas pris de nouvelles décisions. Les décisions initiales ont été prises et il s'agissait de définir ce que c'est que la matérialité dans le domaine de la durabilité d'une part, mais aussi d'adopter un guide qui aide un peu les utilisateurs à définir la démarche en termes de matérialité. Si je veux décider si quelque chose est matériel ou pas, il n'y avait pas de guide. Donc, nous nous sommes inspirés du guide qui a été élaboré par l'ISSB pour pouvoir effectivement aller de l'avant dans la production de notre propre guide. Oui, Fidèle. Fidèle, tu as levé la main? Fidèle, tu peux... Oui, tu peux parler. Oui. Vous me recevez? Oui, très bien. Ok, merci, Président. Non, je voudrais que je vais vous laisser terminer et j'aimerais vraiment, le thème est très intéressant, ça nous permet vraiment de suivre l'actualité des IPSAS. Voilà, mais je voudrais qu'à la fin de cet entretien-là, voilà, qu'on puisse, que vous nous faites un peu la situation exacte de l'application des IPSAS dans le secteur public au Burkina Faso.
Parce que bon, nous intervenons un peu dans les entités, je dirais, dans les entités à capitaux publics. Voilà, donc souvent, je ne sais pas, voilà, dans quel cas, effectivement, ces IPSAS-là peuvent nous être vraiment utiles. Voilà, c'est des difficultés réelles. À chaque fois quand je vous écoute, voilà, on ne sait pas vraiment à quel niveau on est, que ce soit dans les sociétés, je dirais, d'État, voilà, dans les organismes de prévoyance sociale et dans d'autres entités publiques. Voilà, on ne sait vraiment pas bon, à quel niveau on est, parce que nous, on est vraiment collés au référentiel de base qu'on a ici. Et là-bas, je dirais que toutes nos missions ne sont pas, c'est bien, nous, c'est les ISA vraiment qui nous intéressent effectivement quand on intervient. Voilà, dans les audits, je dirais, légaux ou effectivement dans les audits contractuels, quoi. Voilà, j'aimerais réellement que vous reveniez, ne serait-ce que 5 minutes, pour parler avec de l'état des lieux de l'application de ces IPSAS-là. Merci bien, Président. Merci. Alors, donc, voilà un peu ce qui avait été décidé sur la matérialité. Et donc, au mois de mars, cela a été adopté, comme je disais tantôt. Et alors, ces slides vous présentent un peu le processus quand il a commencé. La phase 1, il s'agissait de mettre le cadre conceptuel en cohérence parce que la notion de matérialité, comme on était dans un reporting financier, comme on va vers un reporting de durabilité, en définissant la matérialité dans le domaine de la durabilité, il fallait quand même mettre une mise en cohérence en fait du corpus normatif. Ensuite, en phase 2, c'était l'importance relative, donc la matérialité, comment cela se fait, comment on peut prendre des décisions. Et donc, la phase 3, effectivement, c'était les lignes directives et les guides qu'il fallait être, que nous allons devoir élaborer. Donc, voilà un peu quel était ce projet-là. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a émis le projet de guide et lui aussi, il est soumis à, n'est-ce pas, à l'appréciation de nos parties prenantes avant que nous ne finalisons le projet pour que ce soit un document public d'utilisation pour l'ensemble des parties prenantes. Alors, maintenant, les informations relatives au climat, donc les informations sur la durabilité. Alors, ça aussi, c'était un parcours, un long parcours qui a été initié par le normalisateur. Comme je le disais tantôt, en 2022, le normalisateur a été saisi par la Banque mondiale en lui disant, écoutez, comme vous avez, pour le secteur public, vous êtes le normalisateur de référence. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des normes de durabilité pour le secteur privé. Le secteur privé seul ne peut pas faire la durabilité puisque les entreprises publiques, comme le gouvernement aussi, a des activités économiques qui jouent sur le climat. Et du reste, les gouvernements et les entités publiques font déjà un reporting au niveau climat. Et donc, à travers les différents, la ratification de l'accord de Paris, mais aussi les différents COP. Donc, à partir de là, nous pensons qu'il faut harmoniser les pratiques. Est-ce que vous pouvez vous charger, en fait, donc le normalisateur IPSAS-B a accepté de répondre à ces besoins. Nous avons consulté nos parties prenantes qui ont approuvé.
Et à partir de là, nous avons changé notre stratégie pour faire le reporting sur la durabilité également. Et comme notre première norme sur la durabilité est sortie, donc en conséquence, il fallait avoir un outil, comme je disais tantôt, le pont, qu'on peut créer le pont entre nous et puis les parties prenantes. Donc il fallait créer, n'est-ce pas, un forum qui permet la norme est nouvelle, il y aura beaucoup de demandes, et pour ne pas laisser les demandes en rade, il a été décidé de créer un Sustainability Implementation Forum pour avoir un lieu de rencontre entre les besoins de nos parties prenantes et le normalisateur lui-même. Donc, nous discutons déjà des défis liés à d'applications identifiées par les parties prenantes et nous élaborons des recommandations qui sont envoyées à l'UPSASB et qui les apprécient afin d'y donner une réponse. Donc, de la même façon où nous avons mis en place un forum pour comment dirais-je, le reporting financier, un forum a été mis en place aussi pour le reporting sur la durabilité. Maintenant, sur la norme elle-même, si on revient à la norme elle-même, alors l'objectif c'était de soutenir l'action mondiale de lutte contre le changement climatique en établissant des principes régissant la publication d'informations climatiques sur le secteur public et naturellement permettre l'harmonisation, comme je l'ai dit tantôt. Le monde du secteur public ne peut pas rester en rade, alors que nous avons une situation où le secteur public est en train de produire des informations. Et comme je l'ai dit, les informations sur le climat et le changement climatique existent déjà. Les informations sont remontées à l'ONU. Je sais que le Burkina a présenté son dernier rapport, ça ne dépasse pas 2 à 3 semaines. Et l'idée ici, c'est de voir dans quelle mesure nous allons harmoniser la production de ces informations pour éviter ce qu'on appelle le greenwashing, éviter en fait du blanchiment dans les domaines, en tout cas de la production de ces informations. Donc, à ce titre, il y avait deux pans de la norme qui avaient été mis en place. La norme pour les propres opérations de l'entité, donc les activités qui sont propres aux opérations de l'entité. Et ensuite, nous avions la norme sur les politiques publiques, c'est-à-dire une entité qui a la capacité, par exemple, de prendre des décisions en matière de climat. Nous avons pensé qu'il était important que cette entité fasse un reporting sur cette capacité à produire des dispositions sur le climat, d'une part, des politiques sur le climat, mais également l'impact, en fait, de ces politiques-là. Et donc, nous avons consulté nos parties prenantes qui ont répondu en disant qu'à partir du moment dans le secteur public, c'est le seul secteur où vous avez quelqu'un qui a la double casquette d'implémenter quelque chose que lui-même, il aurait potentiellement mis en place en termes de régulation. Donc, en conséquence, ce rôle devrait être pris au sérieux et ce rôle devrait être traité de façon spécifique parce qu'il n'existe pas dans le secteur privé d'une part, mais il a des particularités qui devaient être traitées. Donc, à partir de là, nous avions à l'époque proposé une norme qui contenait les deux volets. Et donc, quand nous sommes allés vers la partie prenante, les parties prenantes ont estimé que si on fait une norme avec les deux volets, ça surcharge la norme et ça ne donne pas une clarté en réalité sur ce qu'il fallait faire, sur qu'est-ce qu'il faut reporter de façon effective. Donc, en juin 2025, une décision a été prise sur la base des sollicitations de nos parties prenantes de faire deux normes séparées. Une norme sur les opérations propres, les propres opérations, et une norme sur les politiques publiques. Alors, la norme sur les propres opérations a été finalisée et elle a été publiée. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de préparer les matériels d'implémentation. Et donc, ce matériel est toujours en cours. Quant à la norme sur les politiques publiques, c'est elle qui a fait l'objet de débats en mars d'une part, mais également de discussions au cours de la session présente, donc au mois de juin. Alors, les points qui ont été discutés, le champ d'application. Je vais couper le micro. Si quelqu'un peut couper ces micros-là, voilà, c'est bon. C'est parti. Alors, donc, les premières modifications que nous avons portées, c'est le champ d'application. Nous avons supprimé les références
à l'objectif principal comme critère déterminant pour établir les informations, parce que la définition telle qu'elle était élaborée, les parties prenantes ont considéré que ça portait confusion. Et nous avons commencé à clairement utiliser les termes liés au climat pour les résultats à divulguer. Donc, nous avons aussi revu les définitions. Donc, la notion de politique, nous avons supprimé les programmes parce qu'on disait les programmes et politique. Donc, certains nous ont dit, mais un programme, ça peut être un ensemble de politiques. Vous voyez? Il y en a qui disent non, une seule politique ne peut pas être un programme, etc., etc. Et donc, après, nous avons décidé de définir notre notion de politique. Les politiques, ça peut être un règlement, ça peut être une politique, ça peut être une loi. En tout cas, tous les instruments qu'un État souverain ou une entité qui a un pouvoir souverain pourrait prendre, en tout cas, en termes pour pouvoir renforcer en fait les décisions en matière de climat. Vous voyez? Donc, à partir de cet instant, la définition est devenue plus large et plus consistante. Ensuite, les résultats aussi ont été revisés pour supprimer tout ce qui est référence au programme. Et enfin, le résultat qui va être lié au climat, ce n'est pas le client, mais c'est le climat. Et bien sûr, la structure de la norme, certains ont estimé qu'il fallait s'approcher de structures que les entités qui vont appliquer la norme connaissent. Et comme je l'ai dit tantôt, la majeure partie des entités du secteur public publient déjà des informations dans le cadre de TCFD. Bon, le TCFD, c'est la task force que l'ONU avait mis en place sur les changements climatiques. Et donc, cette structure portait déjà sur un point gouvernance, stratégie, gestion des risques, indicateurs et objectifs. Et nos États produisent déjà des informations dans ce sens-là. Donc, nous avons convenu qu'il fallait garder la même structure, ce qui va aider, n'est-ce pas, une fois que la norme sort, à ce que les gens puissent l'appliquer de façon harmonieuse, au lieu qu'ils changent l'ensemble de leurs dispositifs actuels pour pouvoir suivre une norme donnée. Et donc, ça, c'était les décisions du mois de mars. Donc, en juin maintenant, nous nous sommes revus pour rediscuter, pour faire avancer le processus. Et lors des discussions que nous avons eues des décisions sur la stratégie, des décisions sur les indicateurs et les objectifs et deux décisions d'ordre général. Donc, la première décision, c'est d'exiger la publication d'informations lorsque l'entité assume une responsabilité en matière de politique publique ayant des incidences sur le climat. La deuxième, c'est d'ajouter des informations concernant les rôles et les responsabilités des autres entités qui partagent la responsabilité. Ce n'est pas seulement l'entité qui a la responsabilité ultime qui publie, mais si elle doit le faire, elle doit dire aussi quels vont être les rôles et les responsabilités des autres entités qui collégialement participent en fait à cette politique, à la prise de décision sur cette politique. Et sur la stratégie, nous avons demandé qu'il soit exigé que les entités indiquent comment elles financent leurs activités afin d'atteindre leurs objectifs liés au climat. Exiger une évaluation des incidences financières actuelles et prévues, donc estimées, projetées, des résultats liés au climat découlant des politiques publiques. Donc, on a aussi exigé des obligations supplémentaires d'informations concernant les implications financières, y compris les mécanismes de proportionnalité. Les mécanismes de proportionnalité, c'est quoi? C'est de dire, bon, est-ce qu'une petite entité du secteur public va avoir exactement les mêmes obligations? En anglais, on parlera de scalabilité, c'est-à-dire on doit pouvoir proportionner pour que chacun puisse faire les efforts nécessaires. Donc, soutenir les obligations d'information sur les incidences financières par le biais des mécanismes de proportionnalité. Enfin, il y a deux mécanismes. On veut que vous le fassiez en tenant compte de l'équilibre coût et puis impact. C'est-à-dire que si le coût l'emporte sur les résultats que vous allez avoir, ça ne sert à rien d'aller effectivement vers la production de cette information-là. Mais en même temps, on tient compte en fait de la capacité de l'entreprise. Donc, on regardera est-ce qu'il y a des compétences, il y a la formation, etc., pour proportionner la production de cette information. C'est ça le mécanisme 1.
Alors, je disais que les mesures transitoires d'allègement ont un rapport avec les dispositions qui sont compliquées à mettre en œuvre, et ça, on le remarque même au niveau du secteur public, privé, où il a été fait des allègements quand il s'agit, par exemple, de l'évaluation des gaz à effet de serre lorsqu'on parle du scope 3. Et enfin, comme je disais tantôt, on a les indicateurs et les objectifs. Nous avons exigé que soient intégrés des mécanismes de proportionnalité également, dont des niveaux 1 et 2. Donc, le coût et en face les avantages, afin de faciliter l'imputation des gaz à effet de serre effectivement dans les politiques publiques. Donc voilà un peu les discussions que nous avons eues. Dommage que la technologie nous a fait un peu défaut. Je suis vraiment désolé pour cette situation. Apparemment, il y a des techniciens finalement du FAI qui est au bureau chez moi. Et je pense qu'ils touchent des choses qui font que malheureusement, on est parfois coupé. Je n'avais pas fait attention à ça. Je suis vraiment désolé pour les désagréments que ça peut vous causer. Mais nous sommes arrivés au terme de ce que je souhaitais vous présenter comme dernier développement de ces normalisateurs. Et bien entendu, comme prévu, je reste à votre disposition pour les questions et réponses. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà commencer à répondre à la question qui a été posée par Fidèle. Pour les autres parties, n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans les chats ou en levant la main. Alors, Fidèle, pour revenir sur ta question, en fait, dans ma zone UEMOA et dans la zone CEMAC, c'est les commissions économiques qui prennent les décisions en matière de normalisation comptable, que ce soit la normalisation comptable dans le privé ou dans le public. C'est vrai que dans ces deux zones, nous avons sous-traité, en fait, nous avons transféré cette prérogative à l'OADA, mais les deux zones économiques continuent aussi à travailler et à influencer ce que l'OADA propose sur le secteur privé. Donc, sur le secteur public, ce qui se passe, c'est que les deux zones économiques ont pris 6 directives sur la gestion des finances publiques. Parmi ces 6 directives, vous avez une directive sur le plan comptable de l'État. Et donc, cette directive qui est sur le plan comptable de l'État dit que c'est dorénavant une comptabilité en droit constaté, mais que cette comptabilité en droit constaté s'inspirera des meilleures pratiques au niveau international. C'est comme ça que la fenêtre a été ouverte vers les normes internationales. Maintenant, en 2015, les praticiens de ces deux zones ont été regroupés autour d'une conférence africaine sur les finances publiques, au cours duquel il leur a été demandé au cours d'un appel à l'action, il leur a été demandé d'aller vers les IPSAS, et le timeline qui avait été donné, c'était 2017. Alors, je constate sur le terrain, moi, qu'effectivement, si vous prenez les 8 pays de l'UEMOA, tout le monde est passé à la comptabilité en droit constaté. Il y a un rapport de l'UEMOA sur l'évaluation de la mise en œuvre des normes qui est élaboré annuellement. Et si vous regardez ces rapports, pratiquement tout le monde y est, sauf peut-être sur quelques petits items où il y en a qui n'ont pas encore pu sortir le premier bilan en droit constaté, pendant que d'autres l'ont fait. Il y en a qui ont fait les premiers bilans en droit constaté, mais ça n'a pas été audité. Maintenant, lorsqu'on va sur la problématique particulière des IPSAS, ce que j'ai constaté en travaillant sur les comptabilités des 8 pays, c'est qu'il y a des sujets qui n'ont pas été abordés par la directive sur la comptabilité publique. Et donc, qu'est-ce que les directeurs des trésors de la comptabilité publique font? En ce moment, ils vont prendre certaines normes IPSAS qu'ils intègrent en fait dans le corpus global en fait de la comptabilité publique du pays concerné. Si vous prenez par exemple le Sénégal, vous allez voir les normes qu'ils ont nommément citées pour pouvoir effectivement adresser des problématiques qui sont les leurs lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre le plan comptable qui a été adopté au niveau régional et qui a été transposé. Donc voilà ce qui se passe dans la zone. Et naturellement, régulièrement, l'Union africaine aussi les interpelle nos pays, parce que l'Union africaine faisait partie de l'appel à l'action pour aller vers les IPSAS, parce que l'Union africaine applique les IPSAS. Par contre, les pays membres
sont encore en transition pour certains sur les comptabilités en droit constaté, tandis que d'autres prennent certaines normes IPSAS qu'ils intègrent directement dans les corpus local. Donc voilà la situation. Et cette situation, cet état des lieux fait l'objet d'informations au niveau de l'IPSAS-B et de l'IFAC et fait l'objet d'un rapport annuel qu'on appelle le Accountability Index. Donc, si vous partez sur le site et que vous avez accès à Accountability Index, vous pourrez voir votre pays, quel est l'état de l'information qu'il y a sur le pays concerné. Par exemple, pour le Burkina Faso, c'est comptabilité en droit constaté avec référence aux IPSAS. Pour la Côte d'Ivoire et pour le Sénégal, c'est à peu près la même chose. Et donc, on n'est pas forcément logé à la même enseigne dans la mesure où tous les États n'ont pas produit les informations auprès du normalisateur. Donc, voilà la réponse que je pourrais te donner sur le sujet. Ok. Les normes IPSAS ont été systématiquement adoptées, mais ont été intégrées pour une partie, en fait, dans le corpus normatif au niveau national. Merci bien, Président. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Maintenant, si c'est Moi, j'ai une une petite question. Oui, Mamadou. Président, Oui. Oui, Mamadou Docteur Lamine. Mohamed Goïta du Mali. Et j'aimerais Oui. savoir quelle est la situation du Mali par rapport à l'élaboration de ces États en ce qui concerne le nom IPSAS-B. Alors, pour la comptabilité, pour le Mali, ils n'ont pas intégré, comment dirais-je, les normes IPSAS. D'après, en tout cas, les informations que auxquelles j'ai pu avoir accès. Il se peut que quelqu'un, lorsqu'il traite un élément particulier d'actif, par exemple, et que notre norme est muette sur le sujet, il a jeté un coup d'œil sur ce qui se passe, mais dans la formalisation, ils n'ont pas formalisé un document pour viser les normes IPSAS qu'ils ont, sur lesquelles, quelquefois, ils s'inspirent pour faire leurs travaux. Et pour le moment, ils n'ont pas encore fait le premier bilan non plus en droit constaté au niveau du Mali. Ok, merci, cher expert. Voilà. Donc, je disais que je faisais une digression. Oui, juste une minute. Je faisais une digression sur le volet audit. Si vous voulez auditer ces comptes-là, en principe, ils vont vous demander d'utiliser les ISAI, quoi. Voilà. Donc, ce ne sera pas les ISA, mais les normes de ITOSAI, quoi, sur la comptabilité, sur l'audit. Mais qui sont majoritairement inspirés des normes ISA. Il n'y a que sur quelques aspects, peut-être qu'ils ont développé un corpus particulier, mais l'essentiel du corps des normes de ITOSAI pour l'audit, c'est le cœur, c'est vraiment les normes ISA. Oui, il y avait une autre Merci bien, question. Président, pour la précision. OK, je crois que quelqu'un voulait poser une autre question. Oui, Président, merci. Merci, c'est Serigne Moustapha Ka du Sénégal. Et je vous remercie bonjour, pour Président. le partage de l'actualité sur l'IPSAS. Oui, Président. Je suis très ravi de vous retrouver. Donc, je disais que je vous félicitais pour le partage d'informations sur l'état de la normalisation au niveau des normes publiques. J'avais eu deux questions. Bon, vous avez répondu partiellement à la première. C'était l'état d'implémentation des normes IPSAS dans notre région, UEMOA. Effectivement, et vous avez rappelé la directive qui avait exigé que les pays tiennent une comptabilité d'engagement plutôt qu'une comptabilité de caisse. Et certains pays, peut-être, si vous avez une information sur l'état d'avancement de pays par pays de la sous-région, je sais que le Sénégal avait commencé, la Côte d'Ivoire et certains pays. Bon, je ne sais pas si au niveau de la région, c'est uniforme ou pas. Et la deuxième question, effectivement, c'était par rapport à la complétude des normes. Est-ce que la directive au niveau de l'UEMOA permettait d'implémenter les normes dans leur complétude ou pas? La troisième question concernait les revues post-implémentation. Je voulais juste savoir quel est le format des demandes d'information et des cibles. Est-ce que c'est uniquement les parties prenantes qui ont mis en œuvre les normes qui étaient ciblées dans les demandes d'information, ou bien c'était des demandes d'information qui étaient ouvertes
à tout le public et que ceux qui étaient intéressés puissent répondre. Donc voilà, Président, et merci pour ce partage, quand même, cette générosité dans le partage de l'information. Donc, c'est dommage que la ligne n'ait pas été très constante, mais bon, moi j'ai essayé de maintenir le suivi jusqu'à la fin. En tout cas, merci pour ce partage d'informations. Mustapha, je n'ai pas entendu la fin de la phrase quand ça s'est coupé. Tu disais que l'état des lieux du Sénégal, c'est ce que tu disais? Voilà, non, en fait, la question, bon, c'est vrai que vous aviez répondu au début, c'était l'état d'implémentation des normes IPSAS dans notre sous-région, UEMOA. Et est-ce qu'effectivement, cette implémentation, elle est complète au niveau des normes IPSAS ou pas? Non, elle n'est pas complète, comme je disais. Du reste, je confirme que le Sénégal, d'ailleurs, fait partie des meilleurs élèves. Quand vous regardez, le Sénégal a adopté plusieurs des normes et le Sénégal a pris le soin de le mettre dans le corpus normatif du Trésor. Et quand vous regardez, les normes sont nommément citées parce que, bon, comme j'ai dit, à partir du moment où ces aspects n'étaient pas couverts par la directive transposée, ça laissait, et que la directive elle-même disait qu'on peut s'inspirer des meilleures pratiques. En fait, je pense que c'est la meilleure des façons, parce que si vous prenez les actifs hérités, par exemple, bon, la directive risque de ne pas vous aider en fait à couvrir ces aspects, alors que chez le normalisateur international, vous avez toute une documentation qui permet de traiter ces aspects-là. Donc, en tout cas, on peut considérer que le Sénégal fait partie des bons élèves, non seulement en application des directives qu'ils ont décidé d'adopter, mais aussi dans la formalisation pour que ça soit clairement identifié dans le corpus normatif du pays, quoi. Bon, c'est un peu ça. Les autres pays aussi essaient de faire de leur mieux, mais comme j'ai dit, c'est pas tout le monde qui a fait la formalisation de bout en bout, parce qu'on sait que dans le secteur public, les textes, les instruments, lorsque réglementaires ont leur importance, si vous les utilisez sans les formaliser, en cas d'incident, vous voyez, ça peut être un peu difficile quoi, à défendre. Le Sénégal fait partie de ceux qui ont vraiment essayé de faire cet effort. Alors, Okay. dans la zone... La deuxième question, c'était... Oui, vas-y. Allô? Oui, non, je disais la deuxième question, c'était par rapport aux revues post-implémentation, je demandais quelle était la forme et le format, la cible des demandes d'information à ce niveau-là. Est-ce que c'est des demandes d'information qui sont ouvertes ou bien qui sont uniquement adressées aux parties prenantes qui ont déjà mis en œuvre les normes? Elles sont ouvertes. Elles peuvent se faire lors des activités de sensibilisation, comme elles peuvent se faire sur une norme spécifique. Par exemple, on avait identifié une norme sur les segments opérationnels qui, vous voyez, un segment opérationnel dans le secteur public, ça peut être très, très, très compliqué à mettre en œuvre. Un département ministériel qui devait faire les segments opérationnels comme en IFRS, ça peut être très, très, très compliqué. On s'est rendu compte que on avait des informations terrain qui disaient que la norme était difficile, etc., etc. Et nous-mêmes, à l'époque, on a décidé de choisir, par exemple, cette norme-là comme premier élément à tester. Alors, après, c'est vrai qu'on a arrêté parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des changements. L'IASB est en train de changer la norme sur les segments opérationnels. Donc, conséquence, on s'est dit, mais si on fait une revue tout de suite, alors qu'on doit intégrer plus tard tout ce qui va être innovation, ça peut ne pas être pertinent, quoi. Donc, oui, c'est ouvert en général. OK, en tout cas, merci. Je t'en prie. Au plaisir. Autre question? Autre question en rapport avec ce qui a été présenté ou bien l'environnement ou même ce qui n'a pas été présenté. Je disais que en Afrique centrale, en termes de droit comparé, l'Afrique centrale a adopté les mêmes directives que l'Afrique de l'Ouest.
Cependant, il y a certains pays qui sont en train d'essayer de se sortir de là et faire autre chose. Par exemple, le Cameroun a fait vœu d'aller vers les IPSAS. Je n'ai pas encore eu tous les documents pour évaluer la situation, mais en tout cas, dans beaucoup de forums, dans beaucoup de conférences, ils réclament la mise en œuvre des IFRS, des IPSAS, malgré qu'ils sont dans un environnement économique particulier qui a adopté des directives. Donc, j'attends de voir un peu les documents y relatifs parce qu'on m'a envoyé certains. Et là, je pourrais être un peu plus clair là-dessus. Mais en tout cas, pour le moment, c'est le Cameroun qui essaie de tenir le lead en matière d'IPSAS dans la zone CEMAC. Alors, je peux ajouter aussi, comme on est en zone francophone, on parle de francophone, le Burundi aussi qui est en train de lancer des projets dans ce sens. Ils ont fait une conférence où ils ont travaillé avec l'État en encourageant l'État à aller vers les IPSAS, en expliquant que si l'État allait vers les IPSAS, on pourrait être dans une logique de développement. Et comme Fidel disait, où est-ce qu'on trouve les impacts? Les impacts, ils sont indirects en réalité, mais un des exemples que j'ai donné il n'y a pas longtemps, si vous voulez faire une bonne répartition des ressources, par exemple, vous avez payé le même type d'équipement, l'un a été envoyé dans une école et l'autre a été envoyé, par exemple, dans un centre de santé. La manière dont les équipements s'amortissent, parce que vous êtes en comptabilité en droit constaté ou les IPSAS, vous permet de savoir où est-ce que vous devez réorienter les ressources. Parce que si dans l'établissement scolaire, c'est complètement amorti, ça veut dire que vous devez investir beaucoup plus dans l'éducation que au niveau je parle juste, toutes choses étant égales par ailleurs, quoi, plutôt que dans la santé. Donc, en fait, le lien, il est indirect. Ça fait que quelquefois, les gens ont du mal à le voir. Mais je précise aussi quelque chose qui est très important pour notre zone, c'est que le normalisateur IPSAS a pris le soin de faire un ancrage entre les normes IPSAS et les statistiques publiques. Vous voyez? Et donc, vous voyez que dans le privé, on fait le Cisco-ADA, mais il faut qu'on retraite pour faire les comptes publics. Au niveau du normalisateur des finances, de la comptabilité publique, eux-mêmes, ils ont fait un travail de mapping entre les deux. De telle sorte que quand vous établissez les comptes selon les IPSAS, c'est beaucoup plus facile maintenant pour prendre ces informations, pour remplir les états statistiques que vous devez envoyer au FMI, faire la monnaie, etc., etc. Donc, il y a un gros travail de joint, de liaison qui a été fait aussi à ce niveau. Oui, Nicodème. Nicodème, tu peux y aller? Nicodème? Nicodème, tu as la parole. Ton micro est fermé. Est-ce que je peux en profiter pour demander s'il y a un rôle à jouer par les organisations comptables professionnelles des différents pays dans le cadre de l'implémentation de ces normes-là et en tout cas de la sensibilisation ou de la divulgation de ces normes-là? Est-ce qu'il y aurait un rôle particulier pour les organisations comptables professionnelles des différents pays? Ou bien est-ce que l'IPSAS Board incite en tout cas les organisations professionnelles, même si on sait que c'est le secteur quand même public, mais est-ce que l'IPSAS Board incite les organisations professionnelles à œuvrer dans ce sens-là, à se rapprocher des États, à divulguer, à sensibiliser, à informer sur ces normes-là, bien entendu, à se former sur ces normes d'abord? Oui, Mustapha, l'IPSAS-B même, le plus souvent, est surpris que les organisations professionnelles de nos zones ne le font pas. Parce que dans l'approche d'ensemble, en fait, de la profession, il n'y a pas de distinction entre un professionnel de la comptabilité publique et un professionnel de la comptabilité privée. C'est-à-dire que c'est le même corps de professionnels, sauf qu'il y en a qui se sont spécialisés peut-être dans une branche. Et donc, en général, ce que l'IPSAS-B et les autres normalisateurs s'entendent avoir, c'est des ordres professionnels qui ont les deux composants. Et si vous avez les deux composants, ça veut dire que vous avez déjà les éléments nécessaires pour pouvoir accompagner l'État. Et dans l'écosystème, c'est les dernières évaluations que nous avons faites, si vous voulez une implémentation effective,
il faut que la profession comptable prenne sa part. Et dans notre zone, comme nous avons une autre philosophie, en fait, de la profession. Oui, allô? Je ne les entends plus. Donc, je disais qu'il était extrêmement important que nous puissions les accompagner parce que nous avons déjà une bonne exposition par rapport à ces sujets et il n'y a aucune raison en fait que nous ne puissions pas faire ce travail-là. Et donc l'IPSASB et les autres normalisateurs encouragent que nous ayons, si nous sommes nous sommes des, comment dirais-je, des professionnels du privé, que nous ayons des comités dédiés au secteur public et que nous travaillons à un rapprochement entre le secteur public et le privé afin qu'ils puissent profiter en fait, de notre expérience sur les questions d'évaluation, comptabilité d'engagement, etc. Et du reste, au Burkina, nous avons un comité secteur public depuis bientôt 1 an qui a en son sein peut-être 4 experts comptables seulement. Tout des participants, c'est des personnes du ministère de l'entreprise d'État, comme l'entreprise de l'eau, l'entreprise de l'électricité, etc., etc., qu'on puisse adresser les problématiques particulières au secteur public. Donc, cette attente, et effectivement, nous sommes encouragés à le faire. Et comme la dernière évaluation que nous avons faite, c'est que l'écosystème fonctionne bien quand vous avez les professionnels de la comptabilité aussi qui jouent leur rôle. Oui, Président, oui, Oui. J'avais un problème avec mon micro. OK. Non, merci beaucoup. Merci pour la présentation de ce jour. Merci de nous avoir fait le point sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Non, je voudrais juste compléter par rapport à ce que tu as dit concernant l'Afrique centrale. Il y a aussi le Congo-Brazzaville qui a pris un peu d'avance là-dessus parce que l'État a demandé à l'ordre des experts comptables de les accompagner pour faire un bilan d'ouverture. Donc, ils sont bien dans le mouvement aussi par rapport aux IPSAS. Et puis, ce que je voulais signaler aussi sur les directives, autant ce qu'on a en Afrique de l'Ouest, qui date de 2009, parle bien de comptabilité d'engagement, mais parle aligné sur l'OADA. C'est ce qu'ils ont mis dans la directive. En Afrique centrale, ils ont fait ça plus tard que nous. Donc, eux, ils ont bien mis IPSAS. Donc, sur ce plan, ils ont pris un peu d'avant. Donc, c'est à nous aussi de corriger ce qu'on a comme directive. Même si on parle de comptabilité d'engagement, mais on a parlé d'aligner sur l'OADA dans la directive de 2009. Donc, c'est ce que je voulais compléter. Merci. Oui, on peut penser effectivement à viser les IPSAS de façon nominative, mais quand il lit l'article, il y a un alinéa qui dit que et des meilleures pratiques. En fait, c'est international. C'est cette partie en fait, qui ouvre la fenêtre vers les IPSAS. Mais c'est clair que si on visait les IPSAS de façon directe, ça faciliterait naturellement les plaidoyers et puis les plans d'action éventuels pour pouvoir l'adopter, la mettre en œuvre, les mettre en œuvre. Autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Moi, je suis représentation. Moi, je suis représentation. Moi, je suis Votre micro est fermé. Désolé. Je disais que je voulais vraiment vous remercier d'être venu à cette activité. En tant que membre africain et en particulier francophone du board, je me suis mis comme obligation que chaque fois que le board aura une réunion, je ferai un exercice de redevabilité en faisant un webinaire à destination de la communauté afin qu'il y ait une mise à jour et que nous soyons nous aussi dans la dynamique de la construction, n'est-ce pas, d'une communauté. Alors, l'IFSASB ne me demande pas nécessairement de le faire. Elle encourage ses membres à faire des activités vis-à-vis de leur communauté pour faire connaître les activités. Mais moi, j'ai un devoir de redevabilité vis-à-vis de la zone et vis-à-vis de l'Afrique. Je fais des webinaires dans la zone anglophone et je ne peux pas m'exonérer de faire des webinaires, que ce soit à la demande ou bien de façon obligatoire, imposée par moi-même et mon ordre professionnel à l'endroit de notre communauté. Et c'est dans ce sens, justement, que ce webinaire est organisé. Et je remercie l'ordre, n'est-ce pas, pour prendre les dispositions chaque fois pour que ça puisse avoir lieu. Et je remercie les participants d'avoir accepté de souffrir un peu aujourd'hui avec moi. C'est la première fois que mon système informatique me joue des tours. Et je vous assure que nous prendrons les dispositions pour que cela n'arrive plus, parce que là, j'utilise 3 liens et tous les 3 liens, voilà, le lien du téléphone en 4G, la ligne Orange et mon FAI à moi en plus. Donc, j'ai des basculements entre les différents réseaux, certainement parce qu'il y a un problème dans la zone. J'en suis désolé et j'espère qu'aux prochaines sessions, nous pourrons avoir une conversation non discontinuée. Et bien sûr, je reste à votre disposition, en tout cas, si vous avez des questions. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez des sujets sur les finances publiques que vous souhaitez qu'on aborde, sur les IPSAS en particulier, sur des sujets particuliers, des aspects particuliers, n'hésitez surtout pas. On pourrait très bien, au-delà des activités, faire des sujets thématiques particuliers en fonction des attentes que vous avez. Je vais plus loin. On peut même faire des sessions sur comment répondre aux exposés sondages, comment préparer les lettres, comment les soumettre, pour que vous voyez comment ça se passe et que vous développez, n'est-ce pas, les compétences dans vos ordres et dans vos institutions à vous, afin de pouvoir adresser la communauté. En tout cas, merci encore d'être sortis aussi nombreux. Nous étions plus de 100 et les autres ont été invités à aller sur le Facebook Live et le Oneka TV. Et je puisse vous assurer que vraiment, vous n'étiez pas seuls, nous n'étions pas seuls. Et ça démontre de l'intérêt que nous avons sur ces sujets. Merci infiniment et à très, très, très bientôt.